Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de TechPaf, l'émission où on parle de technologie. On est ici aujourd'hui pour parler de Google et de puces et notamment de processeurs, mais tout de suite après le générique. Alors comme d'habitude, excusez-moi, cette émission est en direct, donc vous pouvez participer soit dans les commentaires de Twitch, soit via le hashtag TechPaf en bas à gauche, en bas à droite de votre écran, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et nous on a un retour ici qui nous permet de communiquer avec vous. Et ici. On est en direct du Piton de la Fournaise, donc si vous nous voyez boire pendant le live, si vous nous voyez transpirer, suer, nous liquéfier, ou tout simplement que vous entendez des bruits inhabituels, c'est parce que la fenêtre derrière est ouverte, et donc c'est normal. Si la personne qui crie derrière, ce n'est pas la torture de nos employés qui sont en arrière-boutique pour écrire des articles. Enfin, pas que, en tout cas. Donc, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis avec Romain, que vous avez déjà vu. Romain, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors oui, bonsoir, moi je suis Romain Heuillard, donc rédacteur en chef de Frandroid, et voilà. C'était très rapide et ça suffit de toute façon, passionné tech, et on va entrer directement dans le vif du sujet. Et donc, ce que je peux peut-être dire, c'est que comme la précédente émission, on a ici quelqu'un plus côté Google et ici quelqu'un un petit peu plus, en tout cas expérimenté côté Apple, et on va avoir l'occasion d'en reparler tu commences déjà, toi, au cours de cette émission. Tu mets même pas les gants, tu t'échauffes pas, c'est parti. Premier, dès l'intro. Ok, ça marche, non mais ok. C'est noté, je vois. Alors, le sujet du jour, c'est comment Google peut-il révolutionner Android en créant ses propres puces. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Vu que c'est toi qui avais rédigé l'article sur Frandroid. Déjà, un autre titre possible, c'est comment Google va copier Apple. C'est pour ça que voilà. T'es en forme aujourd'hui, donc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert il y a une semaine ou deux, que Google avait embauché, j'ai oublié son nom, c'est écrit là avec Manu Gulati. Manu Gulati, qui était en fait. C'est pas moi, c'est un autre Manu. Voilà, c'est un autre Manu, qui était le concepteur des processeurs Apple A quelque chose. Donc aujourd'hui, on en est au A10, je crois. A10 Fusion, ouais, sachant qu'il était chez Apple depuis 2009. Voilà. Il est effectivement chez Apple, il a été chez Apple du coup pendant 8 ans, c'est ça. Et donc c'est lui qui était le chef de l'équipe qui a conçu les processeurs spécifiques d'Apple. Et donc il vient d'être recruté par Google. Et à peu près au même titre, il est lead SOC architect, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc autrement dit, il va avoir chez Google à peu près le rôle qu'il avait chez Apple, c'est-à-dire concevoir des processeurs spécifiquement pour le compte de Google. Et des processeurs a priori mobiles. Voilà. Au passage, c'est pas un charlatan, parce qu'il a beau avoir travaillé pour Apple, il n'a pas fait que ça. Il a également travaillé chez AMD et chez Broadcom, donc il connaît bien son sujet. Et au total, je crois quelque chose comme il a pas loin de 30 ans d'expérience en conception, dans le domaine du CPU, donc ouais, c'est pas rigolo le garçon. Donc le mec, c'est pas un rigolo, c'est pas une quiche, on sait qu'il connaît son domaine et qu'il va certainement faire de bonnes choses chez Google, du moins on l'espère. Et accessoirement, les processeurs Apple sont objectivement parmi les plus efficaces, c'est-à-dire un rapport performance par watt qui est excellent. Alors, on va pouvoir réexpliquer pourquoi un peu plus tard. On sent l'objectivité dans ton discours, effectivement. Voilà, les iPhones sont réputés très performants, en tout cas par rapport à la fréquence et voilà, des spécifications comme ça des processeurs. Ils ont des processeurs de merde, mais ils marchent bien. Donc chez Google, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Alors même si là, on a vraiment une preuve tangible avec donc ce recrutement de lead SOC architect. Depuis 2015, on parle de cette possibilité pour Google de créer ses propres processeurs et par contre pas de les faire lui-même comme ce serait en fait comme Apple, c'est-à-dire Google s'occuperait de la conception. Mais la fabrication serait déléguée à un fondeur comme TSMC ou Samsung, comme le font énormément de concepteurs de puces. C'est le cas pour Apple, c'est le cas pour Qualcomm, voilà. etc., etc.
Ce qu'on n'a pas dit déjà, je le dis avant qu'on oublie, c'est qu'il y a donc non seulement Manu Gulati qui a été embauché en tant que lead, mais il y a aussi 12 autres offres d'emploi qui sont apparues sur le site de Google, sur le site vraiment des offres d'emploi de Google. Donc ça montre vraiment qu'il y a une grosse ambition et qu'ils sont vraiment en train de fonder une équipe pour... ils ne sont pas juste en train d'explorer, ils sont probablement vraiment... déjà dans une démarche ça a où commencé et ils veulent travailler vraiment dessus. En même temps, je suppose que le Manu Gulati, il doit pas être donné, donc à partir du moment où il lui paye son salaire, ils ont plutôt intérêt à le faire travailler sur quelque chose et avec l'équipe qui va bien. J'en profite pour rappeler, pour ceux qui viennent juste d'arriver, qu'on est en direct, vous pouvez, comme d'habitude, discuter avec nous sur Twitch et sur Twitter avec le hashtag TechPaf. On a chaud, donc on boit un coup de temps en temps quand c'est l'autre qui parle. Et je voudrais aussi rappeler que si vous nous suivez sur Twitch, quand on atteint les 500 followers, alors je sais pas exactement à combien on est là, j'ai pas le compte sous les yeux, 287 me souffle-t-on. Quand on attend les 500, on fait un concours pour faire gagner un Chromecast Ultra, si je dis pas de bêtises, ou Chromecast 2, je sais plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch pour pouvoir participer à ce concours, enfin en tout cas le faire arriver plus rapidement. Donc on revient au sujet principal de cette discussion, Google qui fabrique ses propres puces. Qu'est-ce que ça peut changer pour un acteur comme Google de pouvoir fabriquer ses propres puces à l'instar d'Apple, sachant que on a déjà vu d'autres acteurs faire leurs propres puces, notamment Samsung avec ses processeurs Exynos, qui sont utilisés en Asie et aux États-Unis, puisqu'ils utilisent des modems CDMA. Nous, on a droit à la variante... Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Ils ont du Snapdragon. Nous, on a ouais, c'est ça. Nous, on a la version Exynos donc sur les S7, les S8. Et Samsung utilise des Qualcomm Snapdragon. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je pense que c'est la chaleur. Utilise des Qualcomm Snapdragon en Asie et aux États-Unis, puisqu'ils n'ont pas de modem CDMA sur leur puce Exynos. Et on a également Huawei qui fait ses puces Kirin, qui sont de bonne facture, soit dit en passant. Et puis il y a Huawei, et puis ce qu'on peut dire déjà maintenant, c'est que il y a... Donc Huawei, c'est un énorme acteur, donc c'est pas très étonnant qu'ils fassent leur propre puce. Apple, voilà, c'est pareil, c'est pas très étonnant. Mais c'est une grosse tendance qui est en train de venir, c'est que plusieurs fabricants enfin, c'est une tendance de se mettre à faire son propre processeur, puisqu'on a vu Xiaomi aussi. Je me souviens plus comment il s'appelle ce processeur, mais eux aussi Surge S1. Voilà, donc eux aussi sont en train de concevoir leur propre puce. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'il y a plusieurs degrés dans la conception de puces. C'est que je crois bien que Xiaomi, ils vont se contenter de combiner des micro-architectures existantes. Et ça, c'est à la portée de pas mal de monde, c'est notamment ce que fait Mediatek d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a ARM, la grosse société qui est à l'origine de la conception de l'architecture du même nom, qui elle-même conçoit, dessine, c'est une manière théorique, en gros des CPU, je crois des GPU et toutes sortes de composants qui vont former une puce. Donc pour petit rappel, pour ceux qui ne comprennent pas forcément tout le langage technique, le CPU c'est vraiment le cœur du processeur, ce qui va faire tous les calculs du téléphone. Le GPU quant à lui va s'occuper uniquement de la partie graphique. Et dans une puce, dans un socle de mobile, il y a encore d'autres composants. Justement, il y a le modem, comme on vient de le dire. Il y a une puce qui va être consacrée au traitement des photos. Il y a souvent la puce qui va gérer le son, etc. Donc des acteurs, disons, un peu plus, enfin pas énormes comme Mediatek ou Xiaomi vont se contenter de en fait faire leurs recettes et de rassembler des choses qui existent déjà pour faire un truc plus ou moins sur mesure. Et puis des très grands acteurs comme Apple et comme on l'imagine Google, eux ils vont vraiment, et comme Qualcomm le fait aussi, vont vraiment concevoir leur propre micro-architecture, leur propre cœur de CPU. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation et dans ce qu'ils vont pouvoir faire. D'où l'intérêt du rôle de Manu Gulati chez Google. C'est vraiment un SOC architecte, donc il est là vraiment pour dessiner les plans d'un SOC et pas uniquement récupérer des parties à droite à gauche et de les assembler pour pouvoir derrière dire « coucou, on a fait notre processeur ». Donc, justement, tu parlais de toutes ces différentes puces qui intègrent un SOC aujourd'hui sur notre smartphone. Donc le SOC, c'est le processeur en lui-même, la puce complète, on appelle ça un system on a chip.
C'est ça. Et Qualcomm maintenant appelle ça une plateforme avec. C'est vrai. Alors c'est un peu marketing, mais l'argumentaire derrière tient la route quand même. C'est que bah, justement, c'est pas que une puce qui traite du signal. Maintenant, elle fait plein de choses. Et bah, tu me demandais tout à l'heure quels étaient quelques-uns des avantages de concevoir son propre SoC. L'un d'eux, c'est de pouvoir intégrer des choses que les autres n'ont pas encore, et notamment chez Google, on peut s'attendre très fortement à avoir une partie du SoC qui sera dédiée au machine learning, à l'intelligence artificielle, et qui sera capable, qui sera vraiment conçu pour ça, et qui sera du coup beaucoup plus efficace pour traiter, pour faire de ce qu'on appelle de l'apprentissage machine. Et du coup, on espère avoir vraiment cette puce qui serait dédiée, ne serait-ce qu'à Google Assistant, qui pourrait rester en éveil tout le temps, pas forcément, donc ce serait une puce à basse consommation, un petit peu comme on l'a vu avec la puce dédiée à tous les capteurs qu'on retrouve notamment chez Apple et chez Samsung. Donc chez Apple c'est c'est le chiffre qui va, si c'est avec le A9 du coup c'est le M9, M9 etc. Une partie du SoC qui est vraiment dédiée à la détection des mouvements et qui permet du coup de faire toutes les fonctions fitness en consommant assez peu de ressources. Voilà, et Samsung a également la même chose, donc c'est une petite puce qui traite uniquement les données qui proviennent du podomètre, du GPS, des accéléromètres, etc. Et je pense que c'est important de préciser que quand on dit petite puce, en réalité c'est une partie du SoC. C'est-à-dire que en fait, ça reste une seule puce, et dans cette puce-là, il y a tout un lot de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de sous-parties. Et ce qu'on vient de dire là, ce composant M quelque chose, c'est donc une sous-partie du SoC, mais alors, ça reste dans le même package. Ils appellent ça un coprocesseur. Ouais. Exactement. Voilà. Du coup, on peut dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, c'est que Google, dans cette nouvelle puce qu'on attend maintenant qu'il se lance sur ce marché, on ait un coprocesseur dédié à l'intelligence artificielle, au machine learning, qui puisse permettre de garder le téléphone en éveil plus ou moins tout le temps, qu'on puisse lui lancer un « et Google » même quand il est éteint, parce que je rappelle que cette fonctionnalité n'est pas acquise depuis très longtemps, puisque le Google Now au départ ne pouvait s'utiliser que lorsque lorsque le smartphone était allumé sur l'écran d'accueil. C'est Motorola qui est arrivé le premier sur ce marché avec son Moto X, si je ne dis pas de bêtises, qui permettait le premier, avant Google, de réveiller son smartphone lorsqu'il était éteint avec la commande vocale, ce qui était très pratique justement pour ce genre de choses. Et donc maintenant avec l'arrivée de Google Assistant, qui devrait arriver en France d'ailleurs dès cet été, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, on espère, enfin on s'attend à ce que Google mette vraiment l'accent là-dessus, d'autant que Google Assistant n'est pas utilisé uniquement dans nos smartphones, mais également dans un domaine qui a l'air particulièrement d'affectionner Google en ce moment, la domotique, avec porteur aussi, accessoirement, et qui est très porteur, avec Google Home, qui concurrence Alexa et l'autre petit truc d'Apple, là je sais plus ce que c'est, voilà, le truc qui coûte super cher et qui fait exactement la même chose, mais il y a une pomme dessus. On en a parlé il y a 2 semaines lors de notre débrief de la WWDC. Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter d'autre pour Google, mis à part le fait de pouvoir donc intégrer ses propres puces qui seront dédiées donc soit à ses envies, c'est-à-dire donc le machine learning, l'intelligence artificielle, etc., soit à des points du système qui existent déjà, mais qui du coup pourront être particulièrement optimisé, travaillé par Google. Donc là, je pense encore une fois à la puce qui gère la partie qui gère l'appareil photo, la partie qui gère le son avec un DAC, la partie qui gère le traitement de l'image, donc l'appareil photo, etc., etc. Donc ce genre de trucs. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre pour Google de créer son propre... Un avantage qui est lié un petit peu à tout ça, c'est que Google donc, conçoit Android, et en concevant leur propre puce, ils ont vraiment une vision d'ensemble, de bout en bout en fait, de la conception d'un smartphone qui va exécuter Android. Et du coup, ils peuvent optimiser vraiment à 100%, faire en sorte que le système d'exploitation et le SoC s'entendent hyper bien à 100%. Et ça, c'est
C'est typiquement ce que fait Apple. Voilà, c'est une force du côté des iPhones. Qui s'occupe à la fois du hardware et du software, et du coup qui peut optimiser son software pour l'utilisation du hardware, en tirer la pleine puissance. Et effectivement, même si on trollait au début, tu as raison. Il faut bien l'avouer, Apple a cette force de réussir à produire des processeurs avec une puce graphique qu'on connaît par ailleurs sur d'autres processeurs, enfin un petit peu moins parce que les Mali, si on les a encore sur les Exynos si je dis pas de bêtises. Bref, c'est ce couple CPU plus GPU, donc processeur dédié au calcul, au traitement de calcul, et le processeur dédié au traitement de l'image. Ce couple-là arrive à faire des prouesses assez étonnantes sur l'iPhone et l'iPad, alors qu'aujourd'hui, si on prend des caractéristiques plus ou moins similaires sur un processeur Android, on a quand même une puissance qui est bien moindre et des résultats surtout qui sont moindres. Je crois que le mot, c'est vraiment le mot d'efficacité, c'est-à-dire de le rapport, comme je disais, entre par exemple, un des critères principaux, c'est les mégahertz, et est-ce qu'on va en tirer. Et également le nombre de cœurs. Ouais, le nombre de cœurs, etc. Effectivement, sur les puces Apple, il y a beaucoup moins de cœurs qu'on en a à ce jour sur les SoC qui sont employés pour les smartphones Android, et pourtant ils obtiennent des résultats similaires sur toutes sortes de benchmarks. À vrai dire, voire meilleur, puisque le A10 Fusion, quand il est arrivé, a atomisé à peu près tout le monde sur les benchmarks. C'est vrai que nous, de notre côté Android, au départ quand on a vu les specs du A10 Fusion, on s'est dit « Ah, c'est mignon !» Et puis en fait, quand on a vu les résultats, voilà, on a un peu déchanté. Et à vrai dire, moi je ne suis pas assez expert pour savoir à quel point, par exemple, Qualcomm n'arrive pas à obtenir de si bons scores sur Android, alors que Android est quand même bien maîtrisé, etc. Je pense que une de mes hypothèses, c'est que c'est lié en partie au fait que ni l'un ni l'autre ne sont 100% open source. Et que du coup il y a des zones d'ombre, et que c'est ce qui fait que ça empêche, par exemple Qualcomm, de se brancher pile poil parfaitement pour que Android fonctionne. Alors je sais pas dans quelle mesure ça joue. J'ai lu un article très intéressant sur Android Authority à ce sujet-là, qui disait justement que la puissance des puces d'Apple, c'était également d'avoir une surface plus grande, ce qui lui permettait de gérer plus de données en même temps. D'accord, j'étais pas au courant. Voilà, et que ça, si les autres ne le font pas, c'est parce que ça coûte extrêmement cher, et que Apple peut se le permettre, puisqu'ils gèrent effectivement la chaîne de bout en bout, et que ça leur permet de vendre des téléphones beaucoup trop chers. Ils n'ont pas à se priver, ils sont une marque de luxe, et ils n'ont pas à se priver sur ce prix-là, donc oui, ils peuvent se permettre d'aller plus loin. Ils peuvent se permettre de rajouter quelques euros à la conception de chaque puce, pour pouvoir vendre leur téléphone derrière en disant on a le téléphone le plus puissant et on n'a même pas besoin en plus de déployer toute la puissance inutile tous ces gros chiffres que fait Android. Nous, avec seulement 512 mégas de RAM, c'était le cas pendant longtemps, on arrive à faire quelque chose de génial. Donc ça a marché pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui sur l'iPhone 7. Quand on regarde sur le papier, on pourrait se dire que c'est un téléphone de 2012 par rapport à Android, mais en fait, ils arrivent à proposer des résultats graphique sur les jeux et même de puissance de calcul au niveau des applications qui est équivalente, voire meilleure. Je vois qu'on a quelques questions déjà, donc on va voir un petit peu ce que nous dit Gazeka74, qui nous dit « Salut les gars, peut-on espérer des miracles pour une première puce, même si elle vient de Google ?» Ça, je pense qu'on va y répondre peut-être un petit peu plus tard dans l'émission, puisque c'est le but de toute l'émission, donc en fait, si on donne une réponse tout de suite, je pense qu'on peut plier les gaules et partir. Et qui nous dit « Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de bits, le type d'instruction, si le parallèle avec les PC peut être fait ?» Alors, une réponse à ça. Oui, en fait, c'est un petit peu l'évidence, c'est que ça coule de source. Ils vont forcément être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore dans le détail, mais ça ne peut être que du 64 bits. Ça ne peut pas être 32. 128 n'existe pas, donc c'est forcément 64 bits. Et le type d'instruction, ce sera très certainement... Surtout que le 32 bits est en train de totalement disparaître maintenant. Ouais, en plus, sur Android, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui... Enfin, Android va devenir full 64 bits. De toute façon, Apple est passé au full 64 bits
avec iOS 10. Ils vont le faire avec iOS 11. Avec iOS 11, voilà. On ne pourra plus faire fonctionner d'application 32 bits. Voilà, donc on sera obligé de passer au 64 bits. Donc de toute façon, les développeurs vont tous se tourner vers le 64 bits et on n'aura plus de 32 bits. Ça, c'est le sens de l'histoire, voilà, que ce soit du 64 bits. Et le type d'instruction, du coup, ça découle un petit peu de ça. Ce sera du ARM V8. Sans doute. Moi, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment... C'est compliqué parce qu'il y a plein de strates dans la conception, dans les histoires de processeurs. Il y a, je ne sais même plus comment on dit, micro-architecture, conception de cœur, etc. Là, on est vraiment tout en haut des strates des processeurs. Après, on peut aussi espérer justement qu'ils n'utilisent pas ce jeu d'instructions ARM, un petit peu comme l'a fait Qualcomm sur certains de ses cœurs, les cryos. C'est pour ça que je parle des strates. C'est que faut pas mélanger. Ils se basent sur ARM. La micro-architecture, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça des cryos, ou même côté Apple, c'est ARM V8. Et oui. la strate du dessous, c'est. Là où on s'attend à avoir derrière un Cortex A53 voilà, ou A58, la strate du dessous, là on est sur un cœur cryo voilà. qui du coup a des. Est-ce que tu saurais nous expliquer du coup cette différence? Non. Enfin, pour moi, c'est des différents niveaux dans la micro-architecture. Mais là, après, ça devient pointu. Ouais, mais moi, à ma connaissance, tous les derniers processeurs personnalisés sont tous en ARM V8. Qui en gros, par contre, ce que je crois pouvoir dire, c'est que on dit ARM V8 comme on dit x64 du côté des PC. Voilà, c'est l'architecture globale. Ou x86 pour le 32 bits. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait expliquer la différence entre le 32 et le 64 bits pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément au fait de cette différence? C'est une bonne question aussi. Les 32 ou 64 bits, c'est une question entre autres, parce que je ne suis pas sûr de maîtriser à fond, du nombre par exemple sur la mémoire vive, de la quantité qu'on peut allouer, de la longueur des instructions qu'on va pouvoir faire. Du coup, ce que ça entraîne, c'est qu'on découpe moins des instructions et on va pouvoir faire des calculs plus complexes en moins de cycles en fait, puisque vraiment l'unité de base d'un processeur, c'est le nombre de cycles. Et voilà, plus on a de bits et moins on fait des calculs, et plus on peut faire des calculs complexes en un minimum de cycles. Donc plus à mégahertz identique, on va pouvoir faire de bons calculs. Pour moi, je crois que c'est ça à peu près en général. Et la régie qui se gosse derrière quand Romain dit plus on a de bits. Bravo la régie, on les applaudit bien fort. Donc on va essayer d'avancer quand même un petit peu plus loin. Oui Lou, je rigole, c'est pas ma faute, on rigole aussi derrière. Ça m'a fait pouffer, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc au-delà de tout cet aspect, de toute cette partie matérielle, qui est quand même très technique et très difficile. Même nous, pourtant, on est plongé dedans. Voilà, mais surtout, on a du mal à se demander, oui, bon, d'accord, ils auront des processeurs qui vont avoir moins de gueule sur le papier, mais qui feront la même chose. Enfin bon, au final, pour nous, ça change rien. Mais au-delà de cet aspect technique, qu'est-ce que ça peut apporter à l'utilisateur final, justement, que Google se lance enfin dans la conception de ses propres puces. Ça, c'est effectivement l'apport finalement le plus concret pour le consommateur. C'est l'idée que Google, en maîtrisant complètement le processeur, va pouvoir vraiment mieux maîtriser les mises à jour d'Android. J'ai l'impression qu'il y a un petit fou rire en préparation. Désolé. Je vais essayer de continuer. En fait, ce qui se passe, c'est que une vraie raison de la fragmentation, qui est quand même un vrai problème côté Android, avec tous ces téléphones qui sont certains encore beaucoup sur Android 4.x, puis 5.x, puis 6.x. On a 4 grosses versions d'Android qui cohabitent encore en ce moment. Une des grosses raisons de ça, c'est qu'en fait, on en revient un petit peu à cette problématique de tout qui n'est pas open source. C'est que souvent on rejette la faute sur les constructeurs, par exemple sur un Wiko, par exemple, qui ne va pas proposer de mise à jour vers le dernier Android sur un Wiko d'entrée de gamme, qui aura un petit Snapdragon de série 200 ou quelque chose comme ça. Ce qui était beaucoup le cas à l'époque, justement, j'enchaîne un petit peu sur ce que tu allais dire, c'était beaucoup le cas au tout début de Wiko, puisque Mediatek, qui est la marque qui produit les processeurs, Mediatek est plus pertinent, qui produit les processeurs des anciens Wiko et encore en partie des nouveaux,
ne met pas à jour ses sources et ne ça. diffuse pas ses sources. Donc quand il y a une mise à jour d'Android, si le code source du processeur ne peut pas être adapté facilement, puisque forcément le constructeur de la puce en elle-même en amont bloque ça, du coup le constructeur donc, du téléphone cette fois-ci ne va pas allouer du budget pour vraiment faire beaucoup de tests et tâtonner pour essayer de faire sa mise à jour. Ça coûterait beaucoup trop cher par rapport à l'apport que ça apporterait au téléphone. C'est difficile en fait parce que c'est finalement. En plus d'être très difficile, c'est aux fabricants de la puce de fournir des drivers, des pilotes en fait, qui sont intégrés. Alors sur Android, c'est jamais à l'utilisateur final d'installer le pilote, mais en réalité il y a des drivers, il y a des pilotes. Et en fait on pourrait faire l'analogie avec, je sais pas, avec des imprimantes par exemple. Quand on met à jour vers une nouvelle version de Windows. C'est pas du tout de la faute de Microsoft si telle imprimante ne fonctionne pas avec Windows 10. C'est parce que le constructeur de l'imprimante n'a pas proposé de nouveaux pilotes. Et là, c'est le même problème qu'on a en fait dans l'univers Android. Et avec Google qui concevrait ses propres puces, il y a quand même de grandes chances pour que Google, se fournisse à lui-même les pilotes. A priori, il ne devrait pas avoir trop de mal de communication entre deux services. D'avoir des pilotes à jour pour, par exemple, Android O, ou la version, parce que Android O sera déjà sorti le jour où, on sera peut-être même plus tard, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera certainement Android O le jour où les premiers processeurs de Google sortiront. Et donc, avec la version qui suivra O, je n'ai pas mon alphabet en tête, mais voilà. A priori, ça devrait être Android P. Voilà. Avec Android P, Google fournira, il y aura les pilotes pour pouvoir offrir Android P à tous les smartphones reposant sur la future puce Google. Parce qu'on sera dans la même entreprise. J'allais me lancer. C'est bon? T'as fait? Vas-y. J'en profite pour remercier nos 42 nouveaux followers, puisqu'on a dépassé les 300 followers sur Twitch. On était à 258 au début de l'émission. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et je vous rappelle que si vous êtes 500 à nous suivre sur Twitch, on lancera un petit concours pour gagner un Chromecast 2 ou Ultra, je ne sais plus lequel on a dans les cartons. Il faudrait que j'aille vérifier et peut-être qu'un jour je me renseigne à ce sujet. Mais comme c'est notre community manager, notre social media manager, pardon Lou, désolé si tu me regardes, qui s'en occupe, je n'ai pas cette information en tête. Donc justement, tu parlais de cette fragmentation, de ces drivers de processeurs qui vont aider Google à mettre à jour ses téléphones. Et là, j'ai une question qui me vient à l'esprit, forcément, c'est que, bah oui, c'est bien beau, les téléphones de Google pourront être mis à jour plus rapidement, mais les téléphones de Google sont déjà mis à jour très rapidement, puisque les Nexus et les Pixel sont mis à jour dès que la mise à jour est disponible. Donc là, à ce niveau-là, ça ne devrait pas changer. Donc là, et tout l'intérêt et la grande question derrière ce nouveau processeur, c'est Google va-t-il se garder ses processeurs, comme c'est le cas par exemple de Huawei qui produit ses puces Kirin mais qui les intègre uniquement dans ses propres téléphones. Jusqu'à présent, de mémoire en tout cas, on n'a jamais vu de puce Kirin 900 et quelques, enfin on n'a jamais vu de puce Kirin dans un téléphone autre que Huawei ou Honor. Moi si je me trompe, mais il ne me semble pas. Et Samsung, c'est un peu plus difficile. Samsung, il les commercialise, mais j'ai l'impression qu'il n'intéresse personne. Je crois que c'est plus ça en fait. Je crois pas que Samsung, que ce soit lui qui les diffuse pas. J'ai l'impression que... Alors il me semble que derrière, il y a aussi un problème de stock. C'est-à-dire qu'ils s'allouent les stocks principaux qu'ils produisent et que derrière, les constructeurs qui veulent utiliser ces puces se retrouvent obligés de passer derrière Samsung qui a un volume tellement énorme déjà que, grosso modo, ils vont aller voir Samsung en disant « Bonjour, je voudrais votre processeur Exynos, je sais pas, 88, 95 qui est le dernier sur le S8 » et Samsung va leur dire « Bon bah d'accord, mais par contre là, comme je dois en faire pour mon S8, j'en ai 200 pour vous, est-ce que ça vous convient ?» Je pense que le constructeur, il a envie de vendre un petit peu plus que 200 téléphones, donc il va peut-être plus se tourner vers Qualcomm et ses solutions Snapdragon qui vont du coup être plus grand public et qui sont éventuellement plus intéressantes pour eux puisqu'il y a encore une question d'open source et de code proposé plus rapidement. Ceux qui ont un téléphone Exynos savent que les ROM custom se font un petit peu plus rares qu'avec un processeur Qualcomm. Donc effectivement, on nous le rappelle dans les commentaires, j'allais y venir. L'un des rares constructeurs à avoir doté ses téléphones autre que Samsung de puces Exynos, c'est Meizu, qui l'avait fait notamment sur le Pro 5.
et qui avait la même puce qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, du coup le Galaxy S6, et qui s'en sortait vraiment extrêmement bien. C'était un téléphone avec une puissance de mémoire, je l'avais testé et il me semble que je l'avais trouvé meilleur que le Galaxy S6. C'était un très bon processeur, un processeur très bien intégré dans un téléphone d'une autre marque. Mais pour en revenir à Google, justement, est-ce que Google va revendre ses processeurs derrière ou se les garder pour lui? C'est une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, malheureusement, puisque on n'a absolument aucune info. Google n'a pas communiqué officiellement sur une possible entrée de sa part sur le marché des processeurs mobiles. La seule information qu'on ait réellement, c'est cette embauche de Manu Gulati, c'est ça, donc qui est lead SOC architecte, mais on ne sait pas exactement où ça va mener. Et si Google se les garde pour lui, bah, finalement cet avantage super qu'on attend tous, justement de réduction de la fragmentation d'Android, bah, on ne la verra pas, puisque effectivement Google pourra accélérer la mise à jour de ses téléphones, mais les mises à jour sur Nexus et Pixel, donc effectivement, c'est ce qui fait qu'on peut espérer et penser que du coup ils le commercialiseront à d'autres fabricants, puisque c'est dans l'intérêt de Google de réduire cette fragmentation qui nuit quand même à la qualité de certaines applications, puisque les développeurs ils peuvent pas faire appel, ils doivent niveler un petit peu vers le bas les fonctions ou les bases techniques de leurs applications pour être sûr qu'elles puissent fonctionner sur un large nombre de téléphones. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nuit à la qualité des applications et Google, en fait, pourrait vraiment contribuer à ce que tout l'univers Android s'améliore en faisant diminuer la fragmentation et donc en proposant ces puces à d'autres constructeurs. Ouais. Donc ce serait plutôt bénéfique et aux consommateurs et à Google, a priori, s'ils les ouvraient à d'autres constructeurs. On peut penser qu'ils vont se les réserver dans un premier temps pour vendre bien le mécanisme habituel des exclusivités, voilà, pour bien vendre leur premier smartphone. Déjà pour faire ses armes, leur arme, et puis aussi parce que les chaînes de production seront peut-être pas ne seront peut-être pas nécessaires pour pouvoir alimenter non seulement les Nexus et les Pixels, sachant que les Pixels a priori s'en seraient vendus 1 million, donc ce qui est vraiment peu. Alors que si Google se voyait dans l'obligation, par exemple, un jour, on ne sait pas, hein, ça peut arriver, de fournir Samsung pour un Galaxy S10, là on compte tout de suite plus en dizaines de millions qu'en millions et par mois plus que sur 6 mois. Donc c'est une autre affaire. Donc comme tu disais, effectivement, les développeurs peuvent avoir du mal, enfin ça embête les développeurs d'avoir à soutenir d'anciennes versions, sachant qu'aujourd'hui, au dernier relevé de Google, il y a encore 18% de terminaux Android qui tournent sous Android KitKat 4.4. Donc depuis, il y a eu Lollipop, Marshmallow et Nougat, donc ça fait 3 ans, ça va faire 4 ans cette année que cette version n'est plus disponible. Donc sous iOS, ça voudrait dire iOS 7. Ouais. Je pense que si on cherche les chiffres d'utilisation d'iOS 7, ça ne doit pas être très élevé. Non, ça doit être beaucoup moins que 18%. J'ai juste un chiffre en tête, c'est qu'on est à 85-86% je crois d'iPhone, iPad qui sont aujourd'hui sur iOS 10, la dernière version. Et avec les avantages que ça comporte, c'est-à-dire que les développeurs savent qu'ils peuvent utiliser les toutes dernières fonctions d'iOS et concevoir des applications modernes, et ils savent qu'elles fonctionneront sur la majorité des téléphones. Des iPhones. Pardon. Alors on va revenir un petit peu aux réactions de la communauté. On a Derixel qui nous fait une remarque très intéressante couplée à une question. On peut espérer un suivi plus long pour les pixels avec cette nouvelle puce façon Apple, où la politique restera de 2 ans pour l'OS et 3 ans pour les patchs. Alors oui, on peut espérer un suivi plus long pour les pixels, puisque là cette fois-ci Google n'aura vraiment pas à attendre une nouvelle fois cette histoire de driver des processeurs dépendants de personne en fait. Donc ils auront plus d'excuses pour ne pas le faire. Ils seront totalement indépendants pour ce qui est du processeur. Le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres éléments dans un smartphone et il faut savoir que, par exemple, alors c'était quel téléphone qui ne pouvait pas être... c'était les Nexus 6, si je dis pas de bêtises,
qui n'ont pas pu recevoir une certaine mise à jour de Google qui consistait à utiliser le geste de slide sur le capteur d'empreinte, pourtant présent sur le Nexus 5X et 6P, ou alors c'était Nexus 5X et 6P qu'il n'avait pas eu alors que le geste était disponible sur Pixel. J'ai un doute, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Bref, une génération de téléphone qui n'avait pas cette nouveauté, alors que pourtant le lecteur d'empreinte était là, on pourrait se dire que c'est possible, on a la dernière version d'Android, donc tout est là pour que ça fonctionne, sauf qu'a priori le problème était matériel, et que si le nouveau téléphone a une puissance ou des parties matérielles en plus que n'a pas l'ancien, bah, l'ancien ne pourra pas avoir les fonctionnalités du nouveau, ce qui paraît assez logique. Imaginons une nouvelle fois que Google sorte cette année, alors cette année on n'y croit pas du tout, hein, parce qu'ils viennent à peine d'embaucher, mais c'est pour l'exemple, sorte cette année un Pixel 2 avec un processeur Google, fait par Google, mais qui reprend les mêmes bases qu'un processeur habituel, et que l'année prochaine, Google sort un nouveau processeur, mais avec cette fois-ci un coprocesseur dédié à l'intelligence artificielle, bah celui de cette année ne pourra pas profiter des nouveautés apportées l'année prochaine, justement par ces mises à jour. Donc, oui et non. Pour en revenir à la question, oui, Google pourra éventuellement avoir un suivi logiciel de meilleure qualité, mais c'est pas obligatoire. C'est ça. Ça fait. J'espère avoir été clair. On a Android Windows qui nous demande est-ce que Mediatek fournit les drivers aussi bien que Qualcomm? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Notamment, on prenait l'exemple de Wiko tout à l'heure, qui avait des problèmes de drivers avec Mediatek et des téléphones qui étaient très mal suivis au point de vue logiciel, alors que Qualcomm, en tout cas sur ses très haut de gamme, n'a pas de problème à fournir ces drivers, et du coup les mises à jour sont plus bridées finalement par les constructeurs que par Qualcomm lui-même, qui est assez réactif à ce niveau-là. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand même sur ces histoires de drivers fournis par les fabricants de puces, c'est que c'est un coût malgré tout d'avoir des équipes qui vont maintenir à jour des drivers pendant plusieurs années pour les nouvelles versions d'Android. Et que ce coût-là, il peut être répercuté que sur enfin, au final, au bout de la course, c'est le prix de vente du téléphone. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est bien pertinent de rajouter 10, 20 euros de support autour d'une puce Qualcomm pour des smartphones qui seront vendus 100 euros au bout du compte. Et en fait, d'une certaine manière, on peut penser que c'est regrettable, mais d'une autre, c'est aussi ce qui permet de baisser les coûts. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui des smartphones Android qui tiennent la route à disons, autour de 100 euros. Alors oui, ils ne seront pas mis à jour sur les nouvelles versions d'Android, mais ils s'adressent à un public qui ne va pas forcément en tenir rigueur, qui à la rigueur ne va même pas tellement se rendre compte que il y a Android 7 maintenant et que son téléphone est sur Android 5. C'était l'un des arguments de Wiko à l'époque, justement, qui disait nous, de toute façon, on ne s'adresse pas aux geeks, aux technophiles qui veulent absolument la pointe et avoir la dernière version d'Android. On s'adresse à une communauté qui veut un smartphone qui marche, qui téléphone, c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que sur des téléphones à petit prix, la question des mises à jour n'est plus tout à fait la même. Bah voilà, et puis avec vraiment cette idée que s'il y avait des mises à jour, au bout d'un moment, ça se répercuterait sur le prix et il y a des gens qui seraient plus contents. Donc c'est un compromis qui a été choisi et qui, à mon sens, n'est pas si bête. C'est cohérent en tout cas. On nous demande également, donc là ça me permet d'avancer puisque c'était la suite de mon conducteur, si Google fabrique ses propres SoC, est-ce que cela ne risque pas de porter préjudice à Qualcomm, Huawei et Samsung? Si. Bah si, parce que... Mais en même temps, ça c'est aussi le très bon côté pour le consommateur, c'est que ça... toute concurrence est bonne à prendre et on a justement l'exemple en particulier de Qualcomm parce que comme on l'a dit, Samsung et Huawei, même si leurs téléphones, si leurs processeurs sont proposés à... Non, donc Huawei ils ne sont pas proposés et puis Samsung autant dire qu'ils ne le sont pas dans les faits, voilà. Donc en fait, c'est vraiment Qualcomm et Mediatek qui sont les deux principaux acteurs aujourd'hui avec une très grosse dominance de Qualcomm. Et puis en fait, surtout, ils sont concurrents, mais ils sont concurrents sur... Enfin, ils ne sont pas concurrents directs parce qu'ils sont sur des segments différents. On a vraiment Qualcomm sur le haut de gamme et Mediatek vraiment sur l'entrée de gamme. Même si on a des processeurs, les Helio P20 qui ont à une époque essayé de rivaliser mais qui maintenant sont plus à jour. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ne vont pas présenter un Helio P30 un jour pour essayer de concurrencer le Snapdragon 835.
ce serait peut-être pas mal de leur part pour essayer de reconquérir un peu ce marché haut de gamme. Mais tout ça pour dire que voilà, Qualcomm a d'une certaine manière, pas un monopole, mais en tout cas une position dominante. Et c'est probablement ce qui fait que, ils se permettent du coup de faire des choses, ils se permettent probablement des prix plus élevés qu'ils ne le feraient s'ils avaient un concurrent direct. Ils se permettraient sans doute moins de laisser tomber des processeurs aussitôt. J'avais l'exemple, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le PDG de Fairphone. Alors, je sais à quel point tu aimes Fairphone, mais la discussion était intéressante. J'aime bien Fairphone, hein, mais c'est juste la présentation qui... Oui. Effectivement, le PDG de Fairphone parle beaucoup, et de choses qui ne sont pas toujours ultra pertinentes pour nos articles. Mais là, en l'occurrence, pour une fois, c'était vraiment dans le mille. Il m'expliquait que le Fairphone 2, qui a donc un Snapdragon 801, je crois, ne pouvait pas passer à Android 7 à cause de Qualcomm. Parce que Qualcomm ne fournissait pas les pilotes qui vont bien. Et on peut penser que si Google arrive sur le marché et si en plus, surtout, il commercialise ses puces à toutes sortes de fabricants, il va rentrer en concurrence directe avec Qualcomm, et du coup forcément ces deux-là vont se chamailler et augmenter leur qualité de service. Surtout qu'on peut s'attendre à ce que Google quand même fournisse les drivers d'une rapidement et de deux sur le plus long terme possible pour pouvoir permettre justement de réduire cette fragmentation Android qui est une plaie pour Android, pour Google, pour les développeurs Android et donc qui donne mauvaise image du système. Google d'ailleurs se bat d'arrache-pied pour essayer de réduire cette fragmentation, on en reparlera dans un autre épisode parce que je pense qu'il y a largement de quoi dire dessus et ça s'est mine de rien à améliorer, mais on vous expliquera ça bien plus tard. Donc vraiment pour répondre à la question, oui évidemment les processeurs de Google sont une menace pour Qualcomm et pour les autres, mais en fait c'est bénéfique aux consommateurs. Et moi là-dessus je rajouterais que ce sera d'autant plus bénéfique aux consommateurs que du coup les constructeurs auront le choix et pourront éviter de se jeter sur la seule puce qui est disponible en ce moment. Je pense notamment à l'époque du Snapdragon 810 qui était la meilleure puce du marché, donc beaucoup de constructeurs l'ont intégré à leur téléphone. Et alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais la surchauffe. Voilà, il y avait des problèmes de surchauffe et avec un Snapdragon 810, on permettait de chauffer une pièce encore plus que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ce qui explique pourquoi nous sommes en âge et que oui, je me recoiffe de temps en temps pour essayer de m'éponger un petit peu. Voilà, pour ceux qui ont remarqué que j'avais ce geste, ce n'est pas un tic, je ne me recoiffe pas, c'est vraiment juste parce que j'ai chaud. On a Android Windows d'ailleurs qui nous demande est-ce que Mediatek fournit les drivers aussi? Non, ça c'est déjà dit, pardon. Je viens de répondre sans le savoir et par avance à la question de Gazeka sur le 14. C'était pile synchro. Et qui demandait, peut-on avoir peur d'un nouveau phénomène S810 ou c'était un cas isolé qui ne devait pas se reproduire? Alors, le problème du S810, donc on l'a dit, c'était de la surchauffe du processeur, qui a été en partie réglé par la version 2 du S810 et que certains ont contourné, notamment LG avec le Snapdragon 808 qui avait des performances légèrement en dessous mais qui chauffait moins. Là cette année on a un très très bon... Excusez-moi, on me signale que mon micro n'est plus très bien mis. Très bon. Là, je ne peux pas compléter, je ne sais pas où tu voulais aller. Là, cette année, on a un très très bon 835, Snapdragon 835. Maintenant, des problèmes peuvent arriver et on a eu un problème d'ailleurs sur le 835. On a l'exemple du LG G6 où LG a fait le choix de prendre le 821. C'est ça, 821. C'était des problèmes de stock et de production Mais donc ça rejoint cette problématique du peu d'acteurs qu'il y a sur le marché. C'est que LG en fait, il aurait très bien pu choisir le 835, c'est juste qu'il aurait dû attendre. C'est que Samsung, avec son volume, le volume et la force de frappe qu'il allait avoir avec le S8. Donc on rappelle que le Snapdragon 835 sur le S8, c'est pour le S8 américain. Seulement américain, mais ça fait quand même énormément de S8, donc énormément de 835. Un bon marché. Et pas uniquement américain, mais aussi asiatique aussi. Donc ça fait deux gros marchés dans le monde. Et donc Samsung s'est octroyé, a passé une commande énorme de 835.
Et ce qui fait que du coup d'autres constructeurs comme LG qui ont voulu sortir leur G6 avant le S8 se sont retrouvés lésés et ont été obligés de prendre une autre puce. Et comme il n'y a pas de constructeur, enfin de concurrence directe au 835 aujourd'hui, si ce n'est l'Exynos 88-95 à la limite. Donc là, ça répond à la question à laquelle je voulais répondre en fait et qui a disparu. Quel est le meilleur Ah non, elle est encore là. Quel est le meilleur SoC mobile du moment? Donc aujourd'hui, ça va être le Snapdragon 835. Ou l'Exynos 88-95 de Samsung qui propose grosso modo des performances similaires. Et celui avec le meilleur rapport autonomie-perf, oula, là ça devient compliqué, parce que ça va dépendre également des gammes. Donc là... je pense que c'est quand même assez étroitement lié au procédé de fabrication, la finesse de gravure. Le 835 à ce jour est le seul à être en 10 nanomètres. Avec l'Exynos 88-95. Oui, voilà, pardon. Donc en fait, on peut avoir effectivement de très bonnes autonomies avec des puces plus basses en gamme, comme avec par exemple, on a des smartphones milieu de gamme avec des Snapdragon de la série 600 qui fournissent... Le BlackBerry Key-One, voilà. Il a... Qui est le BlackBerry Key-One, donc on en publie le test à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'il a comme puce, lui? Un 625, 600, et c'est pour nous le record absolu d'autonomie. Mais en fait, ça répond qu'à une partie de la question. Vraiment, l'argument le plus intéressant, c'est vraiment l'efficacité, c'est-à-dire le rapport entre les performances et l'autonomie. Et en fait, c'est assez facile d'avoir une autonomie assez longue quand on a un processeur peu performant. La grande force du Snapdragon 835 et de l'Exynos 88-95, c'est ce rapport. On a l'exemple, voilà, on a le Key-One qui a un 625 et qui fait 27 heures d'autonomie. Et à côté de ça, on a le OnePlus 5 qui fait, je crois, 26 heures d'autonomie avec son 835. Alors que voilà, on a un gap énorme dans les performances du 625 au 835. Je dis un peu au hasard, mais il y a peut-être 2 fois plus de. Après, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, que ce soit au niveau de l'optimisation du système, que ce soit au niveau de la taille de la batterie, que ce soit au niveau de l'écran. Je crois que la batterie est à peu près similaire, on doit être dans les 3500. Après, il y a aussi la consommation de l'écran, qu'il soit IPS ou AMOLED. Donc l'AMOLED va moins consommer que l'IPS, puisque là, il met en stand-by, il n'allume pas les pixels noirs. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui vont entrer en cause. Et donc là, pour le coup, c'est assez difficile de dire quel est le meilleur rapport autonomie-perf. Et je pense que le mieux, c'est effectivement ce que tu as dit au tout début de ton argumentation, à savoir, enfin le plus pertinent en tout cas, c'est que le Snapdragon 835 et l'Exynos 88-95 sont aujourd'hui les deux seuls à être gravés en 10 nanomètres, donc qui ont les meilleures performances énergétiques, a priori, en théorie, pour proposer de bonnes performances et une bonne autonomie à nos smartphones. Alors j'aimerais un petit peu avancer, c'est pour ça que je t'ai coupé, je suis désolé, notamment sur une autre question qui pour le moment reste sans réponse, à savoir est-ce que Google va s'intéresser comme Apple à créer uniquement des puces haut de gamme, très haut de gamme. Donc chez Apple, on a effectivement ces puces A7, A8, A9, A10, A10 Fusion qui sont orientées vers les iPhones et les iPads, donc ce sont des produits haut de gamme, mais si Google propose aujourd'hui uniquement des pixels, donc des téléphones haut de gamme, uniquement les pixels que l'on connaît, donc des téléphones haut de gamme, est-ce qu'ils ne seraient pas tentés également de se lancer sur le marché du dessous, qui a longtemps été un cheval de bataille pour Google, avec notamment le programme Android One, et qui a été renommé, ils ont un autre... il n'a pas été officiellement renommé, puisque Android One existe toujours, mais il me semble qu'ils avaient relancé un nouveau truc à la dernière Google I.O., justement sur les téléphones. Moi j'ai un peu décroché là-dessus. Mais effectivement, comme c'est pas orienté pour le marché européen, j'ai pas suivi toute l'histoire. Enfin bref, dédicace au mec qui fait un barbecue dehors. Merci la régie pour m'avoir fait remarquer cette bonne odeur. Donc la question c'est, est-ce que Google va rester sur sa gamme de pixels très haut de gamme, ou est-ce qu'ils vont proposer des SoC à différentes gammes, et notamment des gammes inférieures, du milieu de gamme,
qui pourraient être tout aussi intéressants, d'autant qu'on les a vus faire du milieu de gamme avec les Nexus et qui étaient très très bons et que beaucoup réclament encore aujourd'hui à corps et à cri. Moi je qualifierais pas les Nexus de milieu de gamme, je les qualifierais de flagship killer. On avait les Snapdragon série 800. À l'époque les flagship killers n'existaient pas, finalement ce sont les Nexus, enfin mis à part par l'importation chinoise, je pense notamment à Xiaomi qui proposait de très grosses performances à un prix beaucoup bien réduit par rapport aux flagships qu'on avait en Europe. Les Nexus sont arrivés avec une volonté, non pas de casser les prix comme Honor qui veut casser moi ses prix et désolé pour ce n'est pas du racisme primaire, hein, c'est en référence à la publicité Honor qui a été faite par un des membres de notre équipe, donc qui est devenu un membre du club, et donc qui est devenu une blague récurrente ici. Donc nous parlions des gammes. Voilà, des processeurs milieu de gamme. Est-ce que Google a envie d'en faire? Moi, je pense pas dans un premier temps. Et en fait, d'ailleurs, tu parlais de Android One, et je pense que c'est une bonne illustration de la stratégie de Google sur la manière dont il gère le haut de gamme, l'entrée de gamme, etc. C'est qu'Android One, voilà, c'est une initiative lancée par Google, mais où il laisse la responsabilité aux constructeurs de faire des téléphones d'entrée de gamme. Google, eux... mais du coup, s'ils veulent vendre leurs processeurs, ils pourraient aussi être intéressés, justement, comme le fait Qualcomm, comme le font Qualcomm et Mediatek, par exemple, de proposer des processeurs d'entrée et de milieu de gamme, justement, pour une nouvelle fois réduire cette fragmentation, puisque c'est un sujet récurrent chez Google et dans cette émission, mais il y a une volonté de Google de réduire la fragmentation, et la fragmentation ne se fait pas uniquement sur le haut de gamme, puisqu'on sait qu'Android est très prisé, encore une fois, dans les marchés en développement, où Android One a tout son intérêt, et donc on me signale que donc, la nouvelle version c'est Android Go. Le nouveau programme, c'est Android Go, une version light de l'OS avec des apps pour les smartphones low cost qui ont moins d'1 Go de RAM. C'est présenté cette année à la Google I.O. 2017. Donc effectivement, il y a énormément de smartphones low cost qui ont moins d'1 Go de RAM ou simplement à prix abordable et qui du coup ont besoin de puces plus abordables également. Et si Google veut réellement se lancer sur le marché pour réduire cette fragmentation, ils auront besoin de proposer des gammes. Ouais, c'est effectivement un argument en faveur du fait que Google fasse des puces aussi, pas seulement de haut de gamme, mais il y a quand même un historique qui peut nous faire craindre qu'ils ne le feront pas, en tout cas pas tout de suite. C'est que ce soit avec les Nexus ou les Pixel, les Nexus Pixel, Google en fait ce qu'il fait souvent quand il lance ses propres produits, c'est pour donner l'exemple en fait. C'est pour lancer une sorte de smartphone Android de référence. Souvent ils sont pas très originaux, ils prennent pas énormément de risques. Mais voilà, le Nexus 4 avec son dos à paillettes était un peu original quand même. Il y avait un dos à paillettes sur le Nexus 4 ? C'était des petits carrés qui brillaient un petit peu quand on les mettait au soleil. D'accord. Oui, alors peut-être, mais disons qu'en tout cas sur la fiche technique, c'est pas sur un Nexus qu'on va retrouver une super innovation. Ils vont pas être les premiers, en tout cas jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais été les premiers à lancer une super innovation comme je sais pas le double capteur ou des choses comme ça quoi. Donc à mon avis dans un premier temps en tout cas ils vont poursuivre cette stratégie ou de montrer l'exemple quoi, et vraiment d'inciter le marché et l'industrie en général à être dans leur sillage et voilà pour que ça profite parce qu'au final ça leur profitera aussi à eux puisqu'il ne faut pas oublier que Android est en partie open source et en partie gratuit pour les constructeurs mais que derrière Google a un intérêt à faire ça, c'est que derrière il y a tous les services de Google et que du coup c'est du ciblage publicitaire, c'est de la vente d'applications et au final c'est du chiffre d'affaires pour Google même si avant ça on est passé par plein d'étapes où Google avait mis des choses gratuitement à disposition. Oui, puisque pour avoir accès
au véritable cœur d'Android. Finalement, les constructeurs sont obligés, s'ils veulent avoir accès au Google Play Store, donc à toutes les applications, aux millions d'applications d'Android, ce qui fait quand même l'un des majeurs intérêts du système, ils sont obligés d'intégrer les applications de Google avec, donc ça veut dire Google+, malheureusement, ça veut dire YouTube, ça veut dire, bref, tous ces petits services qui rapportent de l'argent au final à Google, donc qui a tout intérêt à être déployé au plus grand nombre. Je pense que cette émission touche à sa fin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Je ne vois pas d'autres questions qui s'affichent sur mon écran. Par contre, on me demande de vous prévenir qu'il y a un concours en ce moment sur Twitter, donc le Twitter de Frandroid, qui est Twandroid. Il y a un petit piège, c'est TWANDROID, qui permet de gagner un Xperia XZ Premium en partenariat avec Rue du Commerce. Donc merci à vous, si ça vous intéresse. Merci à Rue du Commerce de nous le proposer. Et si ça vous intéresse, vous pouvez donc vous rendre sur notre Twitter pour essayer de le gagner. Sinon, pour le concours des 500 followers sur Twitch, on me signale que c'est donc pas un Chromecast Ultra, mais un Chromecast 2 qui est à gagner. Donc si vous êtes à 500 à nous suivre sur Twitch, on vous fera gagner un petit Chromecast 2. Maintenant, je le sais, j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois. Et il y a un autre concours qui permet de tester puis de gagner le prochain smartphone Honor. Donc le prochain smartphone, on vous laisse deviner lequel c'est, mais c'est intéressant aussi. Voilà, et est-ce qu'on peut nous dire où se trouve ce concours? Si c'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux? Twitter, Facebook... On le trouve sur Twitter, sur Facebook et sur Frandroid, tout bêtement, donc partout sur l'écosystème de Frandroid. Voilà, donc cette émission est terminée pour aujourd'hui, puisque je ne vois plus d'autres questions qui s'affichent à l'écran. Je vous remercie de nous avoir suivis, gros cœur sur vous, merci à Romain de m'avoir accompagné avec plaisir. Toute cette émission. Bonne soirée et à dans 2 semaines pour une prochaine émission. Ciao. Salut.